Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Léo et Max. On se retrouve pour parler de Shingeki no Kyojin, épisode 14 et 15, puisque vous avez vu que l'épisode 14 diffusé la semaine dernière a été interrompu au Japon. Du coup, il n'a pas pu être mis à disposition sur les plateformes de streaming et il a été diffusé à nouveau ce week-end, ce dimanche soir. Du coup, c'est pour ça qu'on vous fait un épisode regroupé, 14-15. On va parler des deux épisodes au sein de la même vidéo. Voilà, il faut être à jour du coup. Il faut être à jour et on va tout de suite commencer par l'épisode 14 et on va vous faire un petit résumé de l'histoire. L'épisode débute sur, vous l'avez vu, la discussion entre Eren, Mikasa, Armin, Gabi et Eren. Et c'est le moins qu'on puisse dire, d'une dureté, d'une méchanceté accablante. Ah, mais ça, personne s'y attendait. Tu t'attendais, toi, quand il arrivait avec sa main ensanglantée en mode je dois parler? Non, je vais pas faire le gars. Non, je pensais qu'il allait être en mode genre sérieux, tu vois, mais genre Mikasa, Armin, du coup, quel est votre camp avec qui vous tenez, tu vois, un mode sérieux, tu vois. Mais là, il les a souillés. Il traite Mikasa en disant ouais, ton sang d'Ackerman fait que obéir au roi, du coup, t'es qu'une vieille merde. T'es une esclave, je déteste les personnes, les moutons, je t'ai toujours détesté. Tu fais oh, calme-toi frère, à un moment donné, stop. Armin qui du coup se vénère parce que son pote commence à traiter sa pote, il se dit c'est quoi le délire, il veut intervenir. Mikasa du coup réagit exactement comme ce que Eren vient de dire, à savoir protéger son roi qu'elle aurait entre guillemets assimilé à Eren. Et là tu te dis via le sang des Ackerman, c'est-à-dire que c'est une lignée donc qui a été au service du roi et donc elle aurait agi par instinct. Parce que elle fait mais non, etc. On a des liens et tout. J'ai des sentiments, grosso modo, c'est grosso modo. Et il fait non ta gueule, en fait non t'as pas de sentiments, c'est juste que je suis le roi donc tu m'obéis comme on obéirait à son maître, etc. Et c'est vrai qu'on a eu ce truc où on a cette démonstration en fait qui est faite. C'est-à-dire que si on n'a pas la démonstration qui est faite avec Armin, qui se fait stopper par Mikasa, on se dit bon Eren il mitonne. Là on a quand même le doute, on sait plus où se situer, on se dit putain c'est ça en fait. On sait pas. Tu sais pas, et là tu te dis bon ok, alors Mikasa elle en prend pas la tête, Armin il va calmer le jeu. Non, attends Armin, attends, toi t'en prends plein la gueule aussi, parce qu'il lui fait toi ferme ta gueule aussi. Je suis désolé mais ils se sont mal parlé. Il se parle mal, hein, il lui dit parce que t'as cru vraiment que tu commences à t'acoquiner tout Dany pour rien? T'as pas l'impression que t'as la mémoire de Bertolt qui a un peu fusionné avec la tienne et qui du coup te déteint sur toi? Moi je dirais t'es influencé, donc vas-y. Qu'est-ce que t'en penses de ça, de cette affaire-là? Au-delà de juste ce qui se passe dans l'épisode, qu'est-ce que t'as pensé de ce qui se disait? En fait, ce qui se disait, au-delà de la méchanceté, parce qu'il y a le fond et la forme, donc la forme elle est quand même chaude, tu vois. Il pourrait très bien parler normalement en leur expliquant qu'on a un problème parce que si, parce que ça. Donc la forme, je suis absolument contre. Le fond, j'en sais rien en fait. Parce qu'est-ce que ce sang des Ackerman obéit au roi? Je sais pas, mais dans ce cas-là, pourquoi Levi n'agit pas de la même manière qu'un... Enfin, du coup, de ce qu'on voit pour l'instant, que Mikasa, on verra, j'en sais rien. A priori, il dit qu'il a activé quand il disait Tatakae à Mikasa. Donc est-ce que ça s'active ou... Ouais, est-ce que ça s'active ou pas? Parce que si ça s'active, Levi qui est en train de se dire je vais peut-être me faire la peau d'Eren, si machin, peut-être qu'à un moment donné, s'il l'active malgré lui, il va être obligé de suivre Eren contre son gré. Et ça pourrait changer beaucoup de choses. S'il n'est pas mort, on verra pourquoi. Autre chose, ce qu'Armin vit, je l'avais pas vu comme ça, mais effectivement, je pense que la mémoire que tu as des anciens détenteurs peut effectivement te jouer des tours, mais de là à ce que ça te transforme... on l'a vu avec Eren, quelque part. Ouais, on l'a vu avec Eren. Parce que Eren, vous prenez début de saison 1 et Eren maintenant, et je rappelle quand même, Eren, il a 3 titans. Ouais. Alors après, Eren, il donne cet argument à Armin, mais c'est valable pour lui aussi, en fait. Après il dit que lui tout ce qu'il fait c'est toujours de son libre arbitre, mais est-ce que les détenteurs qui subissent la mémoire des anciens détenteurs ont conscience d'un changement en eux ou pas? Ça c'est la grande question. Donc toujours est-il que cette discussion était intense, j'ai trouvé ça très intense. En plus t'ensuite une bagarre violente entre Armin et Eren, vraiment il ensanglante son pote et tout, tu te dis oh, mais c'est très violent, psychologiquement comme physiquement. Il dit allez les deux, tac, allez Gabi, tout, zonzon, allez c'est bon, cassez la tête, fais quoi zonzon, quoi, tu m'emmènes où? Mais c'était pote ou quoi? C'est quoi le délire qui t'arrive? Ouais, c'était violent, c'était très violent ce passage-là et ça te fait poser plein de questions.
Voilà, vraiment plein de questions. Moi, j'ai envie de t'emmener dans la forêt, frère, du coup, parce que... Ouais, bah j'ai pas trop envie d'y aller dans cette forêt, hein, parce qu'il y a 30 subalternes de Levi qui sont transformés en titans par Zeke, du coup, puisque ces cons-là, ils ont bu le vin. Du coup, on comprend que le vin qu'ils avaient eux aussi était rempli de liquide cérébrospinal de Zeke, qui active donc tout le monde en titan. Levi se retrouve donc avec 30 de ses subalternes contre qui il doit lutter pendant que Zeke se fait la malle, hein, c'est-à-dire le gars court, etc. Alors là, à ce moment-là, dans cet épisode, l'épisode 14, on est à l'épisode 14, Zeke c'est le roi des FDP. C'est-à-dire sur l'échelle du fils de chien, il est number one. Il est au sommet indétrônable sur le roi du game de SNK. Et pourtant, vous allez voir avec l'épisode 15, il va y avoir un petit basculement. Mais là, à ce moment-là, on est en mode, vas-y, Levi, trucide-le. Et pourtant, c'est pas chose aisée, puisqu'il se retrouve contre ses subalternes. Mais avec tout ce qu'il a vécu, il en a marre. Tu sens que il est à bout. Il en a marre de voir des gens mourir autour de lui, surtout des gens... qui tient, tu vois, quelque part. Même si c'est quelqu'un qui arrive à se renfermer à un moment donné, tu vois, la coupe est pleine. Malgré tout, c'est justement ça aussi qui fait qu'il a vécu tellement plus que les autres, ce personnage. Je veux dire, sa mère, elle est morte, il était en train de veiller à son chevet, elle était crevée dans son lit quand Kenny Ackerman il l'a trouvée, ensuite il se battait dans les bas-fonds. Il a perdu absolument tout ses amis et tous ses proches depuis qu'il est jeune jusqu'à maintenant, bouffés par les titans. Donc, tuer 3, 4, 5, 6, 10, 30 titans qui étaient ses subalternes, à un moment donné, bon, il sait le faire. Il sait le faire. Ouais, donc il arrive devant Zeke, et là, Zeke, il se pisse dessus, c'est exceptionnel. Exceptionnel. C'est là que tu vois le niveau de Levi, clairement, parce que, rappelez-vous, dans la 3e saison, quand ce moment d'action était arrivé, où les deux s'affrontent, premier combat entre les deux, ce qu'il avait fait était déjà exceptionnel. On s'était dit, oh là là, Levi, ça est fou. Là, il l'a fait, mais t'as l'impression, une facilité. Il a monté encore d'un cran en level, il le déboîte de pas en pas. En 2 minutes, il fait, vas-y, qu'est-ce qui t'arrive, le singe tu vas te calmer. Il l'attrape comme une vieille merde une fois qu'il l'a fait sauter au niveau de son cou, etc. Il le fait traîner, il fait, vas-y, viens maintenant. Et il lui plante. Parce que, c'est aussi qu'il faut dire, il lui plante un javelot dans le bide, il le met dans sa charrette. Une lance foudroyante qui est attachée à son cou. Il lui dit, maintenant t'arrêtes de bouger, parce que si tu bouges, la lance elle se déclenche, tu sautes. Donc tu vas bien fermer ta bouche, et je vais te cutter comme du jambon, que je veux pas que tu te résurrectes. Donc je vais te découper. Ah, tes pieds ils poussent, tiens, tes mains elles poussent, voilà, mais le mec, tu l'as dit, d'un sang-froid. Psychologiquement, il arrivait à une limite. Je crois qu'il est passé à un autre cap. Plus rien ne l'effraie. En fait. Psychologiquement, il peut tout faire. Il s'en fout. À un moment donné, en fait, il a tout vu, tout vécu. Et c'est peut-être ça aussi. Le scénario nous mène peut-être sur un truc comme ça pour la scène finale de l'épisode 15 dont on va parler tout à l'heure. Avec, t'as parlé de la lance. On peut bien dire que la lance, à un moment donné, elle est là, pas pour rien, quoi. Elle va exploser. Et du coup, qu'est-il advenu de ces deux personnages, tu vois. Et on se dit, putain, j'espère que c'est pas toute cette montée en puissance de Levi, toute cette construction. En mode, vraiment, il est au pied du mur et malgré tout, il va quand même le gravir. Parce que il en a fait d'autres des murs avant ça. Qui fait que on arrive à la fin du personnage, peut-être. Tu vois ? Ouais, peut-être. Mais là, c'était trop. Et on est qu'à l'épisode 14. Un petit passage aussi qui était sympa à souligner, c'est quand Frog débarque. Il est pas sympa du tout cet épisode. Non, mais sympa, ce passage, il est immonde. Quand je dis sympa, pas sympa dans le sens. C'était cool. C'est sympa dans le sens. Il faut le souligner. Frog qui débarque avec les Pro Jaeger et puis qui prend possession des recrues de Sadis en mode vous voulez être des Pro Jaeger ? Nickel lui sa race. Ouais, alors Kiss Sadis, je resitue parce que c'est un personnage qu'on ne voit que épisodiquement. C'est le gars qui était le pote du père d'Eren, donc Grisha Jaeger, et qui était amoureux de Carla, donc la mère d'Eren. Et on l'avait retrouvé, je crois, en saison 3, et on se souvenait de lui comme un mec qui avait perdu ses cheveux, qui était devenu un peu livide, etc., qui était devenu donc le chef des recrues, finalement, qui allait ensuite intégrer le bataillon d'exploration. C'est lui qu'on retrouve là avec ses recrues quand Frog débarque. Frog, tout à l'heure j'ai dit le plus gros des FDP à cet épisode-là, on pense que c'est Zeke. Je pense que Frog qui est pas loin aussi. Frog, ouais. Frog, attends. C'est un autre type de FDP. Frog, c'est... Il y en a qui arrivent à défendre Frog. Mais comment vous pouvez défendre Frog, je veux dire, le gars, il arrive devant des recrues, devant des jeunes influençables, que les jeunes, ils veulent rejoindre les Pro Jaeger parce qu'ils voient en RN le leader d'Eldia. Ça les regarde, on s'en bat les couilles. Mais que Frog, il dit, bon, lui, il représente l'ancienne génération. Si vous voulez rejoindre nous, les Pro Jaeger, faut montrer votre fidélité. Battez-le à mort. C'est des méthodes, ça ?
Il y a le fond et la forme, les frères. Voilà, et à un moment donné, Froc, c'est le plus gros des FDP de tout SNK pour moi. Et là, je vais dire un truc, c'est que le titre Sauvagerie, je l'ai trouvé magnifique dès qu'il a été annoncé, déjà il y a 2 semaines, donc avec l'épisode 13. J'ai vu Sauvagerie en titre, et j'ai été voir un peu le manga que j'avais, pour voir un peu à quoi ça allait correspondre pour les vidéos. Et je me suis dit, mais putain, mais qu'est-ce qu'il est bien pensé en fait ce titre. Parce que Sauvagerie, ça fait écho à ce qui se passe dans la forêt. Sentimentalement vis-à-vis de Levi, avec ses hommes, il doit tuer ses propres hommes. Mais c'est la sauvagerie du coup de Zeke. Et Zeke qui déchiquette également les sbires, donc les subalternes de Levi sous ses yeux. Et la sauvagerie de Levi également envers Zeke dans cet épisode. La putain de sauvagerie également de Froc, qui est inhumain au stade humain, le gars. C'est-à-dire il a forme humaine, il n'y a pas de titan ou quoi que ce soit, il n'a pas de pouvoir d'Ackerman. Et pourtant, le gars est inhumainement comme ça. C'est une machine, hein. Ouais, Il agit pas comme un homme. Saloperie, oui, bien sûr. Et qui fait preuve d'inhumanité totale, puisqu'ils doivent battre à mort leur subalterne. Et sauvagerie également avec la discussion qu'il y a eu entre Eren et ses amis. Tu peux pas agir comme ça avec tes amis. Et du coup, ils s'en sont venus aux mains. J'ai trouvé le titre extrêmement juste, très très bien trouvé. Bon, alors du coup, on passe à l'épisode 15, hein, puisque c'était vraiment 2 épisodes, quelque part que j'ai apprécié de voir coup sur coup. Je vais pas te le cacher, dans tout ce malheur qui s'est passé malheureusement au Japon, on vous a fait une vidéo sur le sujet, on aurait préféré que ça se passe autrement, mais par la force des choses, on a pu les découvrir du coup à la suite, et j'ai apprécié. J'ai apprécié parce que ça nous laissait du coup sur un Zig qui demande ses lunettes, hein, qui crie après Monsieur Xaver. On se dit, mais c'est qui Xaver? Pourquoi? C'est quoi ce nom? Et ben voilà, attends 2 minutes, épisode 15 débute, et on est du coup plongé dans les souvenirs, dans l'enfance de Zig, et du coup de son point de vue. Hein. Ça, c'est super important de le souligner parce que on en a discuté avec Léo en off, tout ça, et on avait effectivement déjà eu le point de vue de Grisha. Où il se disait ouais j'ai été dénoncé par mon fils, blabla, etc. Ouais, c'est-à-dire que la mémoire KRN c'est Grisha quoi, littéralement. Ouais. Et c'est ça qu'on avait vu nous. On avait vu finalement Zeke FDP du début à la fin jusqu'à cet épisode 14 où c'est le roi des FDP quoi. On découvre avec cet épisode 15 son point de vue, et de son point de vue il œuvre pour le bien de l'humanité. Il œuvre pas que pour le bien d'Eldia ou que pour le bien de Mar. On découvre que son point de vue est extrêmement riche en fait, puisque dès son enfance il est conditionné évidemment avec l'histoire officielle par ses grands-parents, à laquelle plutôt il est confronté à l'histoire selon donc Frida et également Grisha, qui eux sont des résistants, qui travaillent avec la chouette et qui veulent renverser un peu ce que fait Mar, en tout cas ce que fait subir Mar aux Eldiens. Et donc il a ces 2 versions. Et en plus de ça, il est une sorte d'infiltré puisqu'il doit gravir les échelons dans l'armée de Mar, mais il s'en sort pas. Il est nul. Il est nul, il déçoit son père en fait. C'était dur parce qu'on voit aussi dans les yeux d'un enfant ce qu'il veut, et c'est jouer avec son père. Il y a des scènes toutes bêtes, des scènes prosaïques de ouf, où tu vois un papa qui joue au ballon avec son fils et tout, et il rentre et il veut jouer en fait, parce qu'il a fini plus tôt son entraînement à l'armée, et son père lui fait c'est bien, tu vas pouvoir aller étudier. Et tu te dis putain, c'est dur, et du coup en fait ça crée déjà pour le spectateur un attachement forcément à cet enfant. Et en plus de ça, ça crée une fracture dans ce lien parent-enfant, parce qu'un enfant qui est sans cesse endoctriné, repoussé, même si ça reste tes racines, voilà, on va pas refaire un peu de psychologie criminelle et toutes ces conneries-là, mais on sent quand même que ça va l'aider à prendre la décision qui va arriver par la suite, à savoir devoir trahir ses parents. C'est pas un secret, on le sait. Mais tout ça n'est pas arrivé par hasard, puisque avant d'avoir cette décision qui est choquante, un enfant qui trahit ses parents, comme qu'il les balance, c'est quand même lourd de conséquences, et une décision pour un enfant, ça s'est construit aussi au travers de cette rencontre qu'il a avec Monsieur Xaver, ce fameux Monsieur Xaver dont on peut enfin connaître l'origine. Ouais, Monsieur Xaver, qui est donc, en fait, on découvre un des possesseurs de titans primordiaux, le titan bestial. Et on comprend mieux maintenant pourquoi Zeke porte ses lunettes. Ça sera rapporté un peu plus tard dans l'épisode, quand il prendra la succession du bestial. Et on comprend mieux pourquoi il les a réclamés auprès de Levi, qui lui fait « Qu'est-ce que j'en sais, moi, il a dit ça, ça va.
On l'a tous vécu comme ça. C'est une discussion un peu musclée entre les deux, forcément. Et ce monsieur Xaver, finalement, servira de père de substitution là où Grisha ne pourra pas assurer le rôle de père, hein, puisque, outre le fait qu'il va être dénoncé et déporté sur l'île du Paradis, avant, Grisha est beaucoup trop occupé aussi avec son rôle de résistant pour s'occuper véritablement du quotidien, de jouer avec son fils. Il est plus là pour lui donner les leçons d'histoire et ce qu'il faut faire, etc. Donc on sent qu'il y a eu cette distance dont tu parlais avec les parents qui va du coup construire autre chose avec ce monsieur Xaver, hein, qui n'a plus de famille. Et du coup, Zeke va remplacer l'enfant mort, finalement, c'est dur à dire, hein, je suis désolé, mais comme ça, de Xaver, quoi. D'ailleurs, révélation que tu soulignes qui m'a retourné les tripes. Ah ouais? Ah ouais, parce que quand tu vois que Xaver, il a l'air, tu vois, tout sourire et tout, et qu'en fait se cache derrière lui un lourd secret, où il a voulu faire s'insérer dans la société, toutes ces conneries-là, et qu'il a du coup épousé une mare, et qu'il a eu un enfant. Et que la nana, quand elle a appris que le gars c'était un Eldien, elle s'est foutu la mort, elle a tué leur fils et tout. Mais tu te dis, mais jusque où ça va en fait? C'est des trucs qu'on a vus également avec Rainer. Rainer, je rappelle, sa mère est Eldienne et son père est Mar. Et il voulait avoir la reconnaissance de son père, et quand il allait le voir, il s'est fait jarter, hein, parce qu'il a quitté toute la famille. Hein. Quand il a su que c'était des Eldiens, il a fait c'est bon, dégagez, je vous assume pas, tu vois. C'est différent parce que lui, il n'a pas été jusque dans la mort, mais c'est ce genre de situation où véritablement les Eldiens sont mis à l'écart, ils sont discriminés et c'est vraiment très dur. C'est très dur, et ce qui est dur aussi, c'est que on voit du coup que Monsieur Xaver est obligé de... Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, ça vous allez nous le dire dans les commentaires, mais il est obligé de conseiller à Zeke de dénoncer ses parents parce que finalement, du côté de Mar, ils ont découvert les actions de la résistance, donc les actions finalement menées par le groupuscule ou le groupe, appelez-le que vous voulez, de Grisha et de Frida. Et finalement, ils ont décidé de les arrêter. Sauf que le souci, c'est que si Grisha, Frida étaient arrêtés, Zeke et les grands-parents également étaient déportés sur l'île du Paradis. Xaver va donc conseiller à Zeke de dénoncer ses parents. Comme ça, lui, il va passer pour un héros. Et seuls les deux parents vont être déportés. C'est ce qui s'est passé. Grisha et Frida, on connaît la suite, hein, évidemment. Et du coup, Zeke, il va avoir une meilleure vie, entre guillemets, puisqu'il va devenir un véritable prétendant pour avoir un titan. Lui qui était totalement nul, selon l'état-major de Mar. Ça m'a fait marrer aussi, hein, parce que état-major de Mar, enfin état-major, c'est pas l'état-major au sens propre, c'est vraiment les commandants, tout ça. C'est Magat jeune qu'on voit, en fait, hein, qui est aux côtés de Xaver. Et puis finalement, il devient l'héritier du bestial. Ouais, héritier au sens physique du terme, parce qu'il est capable aujourd'hui du coup de se transformer en bestial, mais pas que, il hérite aussi du coup des connaissances de Xaver, hein, puisque on l'avait su, Xaver c'était pas un gars ouf en physique, hein, voilà, mais son but c'était vraiment de connaître. Physique-chimie est fort. Physique-chimie est fort. Physique est pas fort, éducation physique, non, mais physique-chimie est fort. Parce que justement, ce qu'il voulait lui, son but, c'était d'en apprendre plus sur les titans, de comprendre l'origine de tout ce bazar-là. Et du coup, Zeke a hérité de toute cette connaissance, ce qui va du coup lui permettre de perpétuer son but, et même plus, puisqu'il va rajouter une idée qu'il a eue en proposant ça à Xaver, à savoir que son but à lui, c'est de mettre fin au cercle vicieux de la souffrance des Eldiens en empêchant, en mettant fin à la reproduction de ces mêmes Eldiens en modifiant le code génétique. Alors, au début, tu dis, mais quoi, qui? Oui, monsieur, parce que l'originel aurait le pouvoir. On a eu on a été projeté dans un exemple avec une maladie type la peste, hein, clairement, qui, grâce au pouvoir de l'originel, aurait modifié le code génétique de tous ces sbires, de tous les Eldiens, et du jour au lendemain, a pu. Capacité de pouvoir résister à cette maladie. À la maladie, ouais. Et du coup, alors si ça c'est vrai, effectivement, ça pourrait être un truc de ouf. Seulement pour activer ça, il faut trouver l'originel. Donc là, t'as Xaver qui dit, tu vas devoir te rapprocher de l'île du Paradis et essayer de retrouver l'originel pour pouvoir mettre en œuvre ça. Et ce qui est intéressant, c'est que du point de vue de Zeke, du coup, tout ce qui est construit dans cet épisode, il veut devenir en fait le sauveur de l'humanité. Parce que t'as dit, il veut sauver les Eldiens, mais non, pas que. Il veut sauver l'humanité, en fait. Parce que si il empêche les Eldiens de se reproduire, en fait, il n'y a plus d'engeance eldienne.
Donc d'ici quelques centaines d'années, il n'y a plus d'Eldiens. Donc il n'y a plus de conflit dans le monde entre les Mars et les Eldiens. Il n'y a plus la crainte du reste du monde entier envers les Eldiens. Et les Eldiens ne souffrent plus d'être rejetés puisqu'ils ne peuvent plus devenir des titans et il n'y en aura plus. Donc en fait, c'est la solution qu'il a trouvée à travers cette information que lui a fournie Xaver. Et au fur et à mesure de cet épisode, en fait, Zeke nous est dépeint, en tout cas dans son point de vue, comme étant un gars brillant qui a une solution finalement pour sauver le monde, tu vois. Et ça tranche complètement avec tout ce qu'on a eu de lui depuis qu'on l'a découvert il y a 2 saisons, quoi. Isayama est super fort. Isayama est super fort parce qu'il a réussi à nous faire détester un personnage à un point que clairement je pensais pas qu'il pouvait y avoir un retour en arrière possible. Même si on commençait à se dire putain mais c'est quoi les motivations de Zeke ? Pourquoi il fait ça ? Ça t'intrigue, mais à un moment donné tu te dis c'est bon. Toute la façon, là encore une fois, hein, la forme, la façon dont il fait les choses, tu peux pas pardonner. Et après, toute cette révélation, le fait aussi que tu t'attaches humainement au personnage, parce qu'au-delà de son enfance, au-delà de sa relation avec Xaver, on a aussi l'échange avec son frère, où on va y revenir rapidement, mais ça aboutit à un accord, ça aboutit à des larmes de la part de Zeke, qui comprend que voilà, ils doivent réussir à faire ce truc-là pour sauver le monde. Et moi, ma question, et je vous la pose, et vraiment, je veux votre réponse dans les commentaires, c'est est-ce qu'un anti-héros, à ce point-là, peut devenir un héros quelque part aux yeux des gens, de manière générale, si le fondement même de ce qu'il fait est mal, mais héroïque, parce que c'est la seule solution. C'est super... T'es en train de te demander si la fin justifie les moyens, c'est ça ? C'est ça. Si c'est pour sauver le monde, est-ce que du coup, les sacrifices nécessaires à ce sauvetage est acceptable ? Est-ce que tu veux mon point de vue sur la question ? Ah bah bien sûr, alors je vous donne mon point de vue à l'instant T, c'est-à-dire à l'épisode 15 de la saison 4, sans rien révéler de la suite, vraiment arrêté à ce moment-là où moi j'en étais en manga et là où on en est en animé. Pour moi, Isayama depuis le début il joue avec nous, c'est-à-dire qu'à chaque fois il nous dépeint, je dis à chaque fois parce que ça arrivait plusieurs fois, il nous dépeint des situations avec des personnages auxquels on s'attache ou des camps auxquels on s'attache, et d'un seul coup, alors que on a leur version qui dépeignent un ennemi comme étant de telle manière et comme étant absolument vil et sans égal dans la noirceur. Quand on a le point de vue adverse, en fait, on découvre que eux aussi sont humains et que eux aussi ressentent des points de vue comme ça. Depuis qu'il nous fait ça, Isayama, dans ce manga, on est retourné à chaque fois. Donc des gars qui sont dépeints comme les plus gros FDP, on le disait tout à l'heure, peuvent du jour au lendemain, d'un chapitre à l'autre, avec une écriture fabuleuse de la part du mangaka, nous être totalement dépeint, démontré sous un autre profil en fait. On a un autre regard sur le personnage. Alors du coup, moi ça me soulève une question, et c'est la question que je me soulève déjà depuis bien longtemps avec ce manga, c'est Isayama, on sait qu'il dénonce un peu les affres de la guerre, etc. Mais est-ce que finalement, il n'est pas en train finalement de nous montrer ce qu'est l'humanité ? C'est-à-dire que selon le point de vue, un tel est un bon. Selon le point de vue, un tel est un FDP. Mais finalement, ceux qui veulent être bons ne sont pas 100% bons. Parce qu'ils font des trucs de FDP. Et ceux qui sont FDP ne sont pas 100% FDP. Parce qu'un jour, il leur est arrivé ça. Tu vois, un truc. Donc moi c'est ça un peu le point de vue que j'ai sur ça. C'est-à-dire que... On peut pas être dithyrambique quoi. Ouais, j'ai pas de personnage où je me dis dans cette œuvre je le suis jusqu'au bout, jusqu'à la mort, je suis en admiration devant tout ce qu'il fait. Parce que... C'est impossible. C'est des personnages qui font des horreurs aussi. Ouais, c'est impossible là. À ce moment-là de l'œuvre, c'est pas possible. Eren a fait des sauvageries. Armin, finalement, le tout gentil, doux Armin, il a explosé un port, il a tué des innocents. Levi, n'en parlons pas. Zeke, j'en parle encore moins. Bref, ils ont tous fait du sale pour arriver là où on en est. C'est impossible de trouver une réponse. Et j'ai même envie de compléter ton propos avant de partir trop sur des choses philosophiques et psychologiques, mais c'est tellement important. Je trouve même qu'Isayama, au-delà de dépeindre ce qu'est l'homme et l'humanité, il dépeint aussi le fondement de ce qui est la compréhension de l'autre, l'empathie, la communication, sortir du cadre. Parce que souvent, il y a des problèmes de communication entre des gens, il y a des problèmes de compréhension, il y a des problèmes d'appréciation des choses. Parce que tu as des gens qui regardent ce qu'il y a en face d'eux, et ils sortent pas du cadre. Ouais. Sauf que parfois, en prenant le recul nécessaire, en ayant une certaine empathie, tu sors du cadre et tu te dis « Attends, avant de commencer à lui envoyer mon poing dans la gueule, je vais prendre du recul 2 minutes, je vais essayer de me mettre à sa place et de comprendre l'autre. » Et parfois, quand on essaie de comprendre l'autre,
on comprend ses motivations et on se dit peut-être qu'en fait je suis pas mieux ni meilleur ni pire que lui, on est juste pareil. Mais on défend chacun un point de vue et on est peut-être plus intelligent à essayer de se serrer la main qu'à se foutre sur la gueule. Donc il y a vraiment une psychologie dans son œuvre à Isayama, je pense que c'est... J'ai rarement vu ça. J'ai rarement vu ça également, que ce soit en manga et là en animé. Pour moi, c'est vraiment l'un des plus beaux animés, l'un des plus forts et des plus réussis de toute cette décennie. En fait, il n'y a pas d'égal, hein. Même peut-être même de l'histoire de l'animation. C'est un ovni dans son genre. C'est un ovni en termes de narration, en termes de surprise, en termes même finalement de qualité intrinsèque technique, je veux dire, même si ça a l'air d'être des mots compliqués. Tu sais très bien que je suis en train de dire que c'est beau. Les musiques, encore une fois, hein, on va pas revenir sur tous les trucs, mais étaient fabuleuses. Je te propose de conclure sur ça, et du coup, on se retrouvera la semaine prochaine avec le dernier épisode pour le moment. C'est-à-dire l'épisode 16, et on vous fera peut-être une vidéo dans la semaine ou un peu plus tard avec les changements et les autres trucs qu'on a notés sur ces épisodes, parce qu'il y a trop de trucs à dire. Sinon ça ferait des vidéos de 40 minutes, on peut pas se le permettre, on va pas vous imposer ça. Mais effectivement, ce week-end, ça sera l'épisode 16 qui sera le dernier avant certainement s'il y a une pause, on sait pas, il n'y a pas d'informations pour moi. Je veux pas que ça soit fini, putain de merde. Bon bref, dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces 2 épisodes. Nous, vous l'avez vu, on a été passionnés, retournés, réfléchis, bref, on vous aime très fort. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et on vous dit à très vite. On va reparler de Shingeki, hein. Sous peu. Guettez bien. Shingeki du Kyojin. Allez, des bisous. Ciao, ciao.